Bonjour à tous, il est 17h31 précisément et nous allons commencer donc ce webinaire sur évaluer le coût de son opération de construction. Donc, c'est bien évidemment un webinaire proposé par le CIE en Martinique. On va essayer durant ces 40-45 minutes, premièrement, de débattre, de voir un peu qu'est-ce qu'on envisage lorsqu'on achète ou lorsqu'on va faire construire. Et puis ensuite, il y aura bien évidemment une session questions-réponses. Et n'hésitez pas à poser des questions, on essaiera d'y répondre le plus précisément possible. Donc, comme je l'ai dit, évaluer le coût de son opération de construction. On va donc envisager de faire construire. Et si vous envisagez de faire construire, comment, où, comment? Et toutes ces questions-là sont à se poser. Vous avez un terrain ou non? C'est aussi quelque chose de très important à prendre en compte. Vous avez une idée de construction et vous vous demandez si vous êtes financièrement en capacité de vous lancer dans votre projet. C'est aussi une question. Comment évaluer sommairement votre projet? Quelle approche avoir? Donc, on va essayer de voir ça aujourd'hui. Il n'y aura pas forcément un exemple précis, il n'y a pas de vérité, encore une fois, mais on va essayer, quand on essaye justement d'évaluer, de se rapprocher le plus précisément du tarif final, même s'il y a des imprévus, des prix qu'on n'a pas forcément prévus. Donc, il y a des modalités donc, de l'évaluation. Excusez-moi. Donc, l'idée, partez-vous de rien ou disposez-vous d'un terrain? Je viens de poser la question, mais c'est quelque chose qui est prépondérant. Aujourd'hui, on voit les prix des terrains s'envoler en Martinique et souvent, il y a certaines personnes qui disent qu'on achète deux maisons, hein. On achète le terrain et puis la maison, mais les deux sont tellement chers que c'est important de se poser la question si on a la possibilité, par exemple, d'avoir un terrain familial, ce qui nous fait du coup économiser des coûts. En premier lieu, donc, il faut déterminer le montant que vous avez affecté à l'opération. Votre banquier vous dira à quel montant d'emprunt, voire à quel type d'emprunt vous pourrez prétendre en fonction, par exemple, de vos revenus et de vos apports personnels, de vos économies, par exemple. Et puis, n'hésitez pas à vous renseigner. Il y a le CIE, bien évidemment, mais aussi l'ADIL, l'Agence départementale d'information sur le logement, qui peut aussi vous aider. Et ensuite, en deuxième point, suite à cela, il convient d'estimer sommairement le budget nécessaire à la construction de votre maison, afin de voir si vous êtes en capacité de la réaliser. Souvent, je ne sais pas si vous remarquez, mais aux abords des routes, on voit énormément de maisons qui ont commencé, et puis elles ne sont pas finies. Et il faut donc calculer la dépense avant de construire ou de partir dans un projet immobilier. C'est très important. Encore une fois, souvent l'erreur est de raisonner uniquement en termes de coût de construction plus coût du terrain, et c'est tout. Et certains, si on pose la question de si vous n'en possédez pas. Donc, et c'est tout. Et on calcule et on est content. Mais le problème, c'est qu'il y a des frais annexes que nous verrons aujourd'hui dans la présentation. Il faut donc penser en termes de coût d'opération. Voilà la petite différence. Le coût d'opération, c'est quoi? Donc, le coût d'opération constitue en fait l'enveloppe nécessaire non seulement à l'achat du terrain et à l'édification du bâtiment, mais aussi les frais annexes qui varient selon le contexte et qui peuvent être obligatoires ou non. Donc, le coût d'opération comprend plusieurs postes qui varient selon que l'on s'adresse à un concepteur, je pense notamment aux architectes, ou, par exemple, ou à une ou plusieurs entreprises, par exemple, ou encore à un constructeur de maisons individuelles, ou encore si vous réalisez vous-même tout ou une partie des travaux. Donc, ce qu'on verra, on verra à peu près en 8 points ce que justement comprend ce coût d'opération. Donc, en premier point, le prix d'achat du terrain et les frais qui y sont liés. En deuxième point, on aura le coût des intervenants dans la conception. En 3, les taxes générées par le permis de construire. Ensuite, en 4, le coût de la construction. En 5, les frais de la viabilisation et des aménagements des abords extérieurs.
Ensuite, et oui, il y a beaucoup de points, le coût des assurances, dommages, ouvrages, multirisques, habitation. Et en 8, et en dernier lieu, le coût des aménagements intérieurs. Et ensuite, vous pourrez vous poser vos questions. Il y aura même un échange. Si vous êtes professionnel du bâtiment, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à répondre aux questions si vous vous sentez capable. Ce sera avec grand plaisir. Juste une petite note. En cas de différence entre l'enveloppe mobilisable par le maître d'ouvrage et le coût de l'opération, la variable d'ajustement est généralement la maison. En gros, sa surface, son nombre de pièces, ses finitions, son équipement, etc. Juste pour préciser, le maître d'œuvre, c'est en gros, par exemple, l'architecte professionnel, tandis que le maître d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage, c'est le client, la personne qui demande à ce qu'on réalise le projet pour elle. Juste pour information. Donc, partons du principe que vous n'avez pas de terrain et que le prix d'achat du terrain, il est là, il est conséquent, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a aussi des frais qui y sont liés. Lesquels? Donc, on le verra. Le coût du terrain varie selon plusieurs paramètres. En gros, la situation, la surface, la viabilisation, c'est-à-dire est-ce qu'il faut faire beaucoup de routes pour y arriver? Est-ce que vous êtes dans un monde, c'est-à-dire qu'il faudra créer une route qui vous permette d'arriver au lieu d'implantation de la maison. Et j'en passe, on verra la viabilisation tout à l'heure. Les risques naturels. Donc, en Martinique, franchement, échelle globale, il va de 50 € à 1411 € du mètre carré. Très global. Exemple, 395 000 € pour 280 mètres carrés, c'est le prix que vous trouverez donc sur ce terrain de 280 mètres carrés qui se trouve non loin du terminal de croisière à Fort-de-France. Attention, un terrain à bas prix peut nécessiter, je l'ai dit, des aménagements onéreux, accès, ouvrage de soutènement, viabilisation, qui feront que le coût du foncier pèsera lourd par la suite. Et les exemples existent très souvent. On trouve que le terrain n'est pas cher, on l'achète, mais pour justement réaliser le projet, eh bien, comme je l'ai dit, mur de soutènement, accès font que l'enveloppe devient très, très grosse. Les frais liés à l'achat du terrain sont les commissions d'agence immobilière éventuelles de 3 à 10% du prix de vente selon les tranches de prix. Et aussi les frais de notaire qui, eux, sont obligatoires, entre 7 et 8,5% du prix du bien. Et ensuite, les frais liés à l'emprunt, frais de dossier ou frais bancaires, frais de garantie. Et on estime cela, donc ces frais liés à l'emprunt, par exemple, à environ 1% du coût de l'emprunt. Comprenez. Le coût des différents intervenants dans la conception. Il y a les géomètres qui vous fournissent le plan du terrain, les plans topographiques, le bornage. Encore une fois, on donne des échelles. Peut-être que ça va varier, mais on est dans une enveloppe qui va de 1 000 à 4 000 € environ. Ça nous donne des idées. L'idée aujourd'hui, c'est d'avoir des idées, pas de vous donner un prix fixe aujourd'hui de vos projets, mais juste d'avoir une idée. Un géotechnicien, entre 1 000 et 2 000 € pour une étude géotechnique de type G2 AVP, mais plus pour une étude de risque, pour les terrains situés par exemple en zone orange-bleu, et vous pouvez les voir, ces zones, dans le plan de prévention des risques naturels. Il y a aussi l'architecte ou le maître d'œuvre, entre 8 à 10% du coût global des travaux pour une mission de base, prix librement débattu entre le professionnel et son client. Ensuite, le bureau d'études techniques. S'il y a des architectes qui veulent participer après et parler justement de cette notion de prix, n'hésitez pas. Et ensuite, les bureaux d'études techniques, structure, électricité, assainissement, fluide, thermique, acoustique, il y en a beaucoup. C'est 3 500 à 6 000 € pour une étude, par exemple, de béton armé. Donc là, je vais faire un petit focus sur les architectes. Je pense personnellement que l'architecte peut vous accompagner soit uniquement pour la conception ou suivre la construction jusqu'à son achèvement et sa livraison. C'est à vous de décider quelle mission lui confier. Juste un petit rappel, faire appel à un architecte est considéré comme onéreux. J'ai bien dit souvent considéré. Cependant, il vous aide dans beaucoup de points. Alors déjà, à savoir s'ils sont beaucoup plus onéreux. Ça, on va en débattre après si vous le souhaitez. Mais l'architecte vous aide en fait
dans vos démarches administratives, par exemple le permis de construire. Il construit un travail unique répondant à vos besoins et à celui du site avec un respect des réglementations. L'assurance décennale, notamment, garantit aussi d'une sélection sur mesure et fiable de professionnels. Il s'adapte à votre budget. Et j'ai bien mis entre parenthèses normalement. La rémunération d'un architecte n'est que de 8 à 15% du coût direct des travaux. Et votre argent est donc majoritairement investi dans les travaux, la qualité unique du projet et la qualité unique du projet. Ensuite, on a le bureau de contrôle. Alors, il n'est pas obligatoire, sauf dans les cas relevant de certaines normes. Je vous aurai le diaporama après. Tous ceux qui se sont inscrits pourront l'avoir. Donc, vous pourrez revenir sur les numéros des articles et les vérifier après. Mais le bureau de contrôle n'est pas obligatoire, sauf dans les cas relevant de l'article R11-38 du CHH. En gros, le CHH, c'est le code de la construction et de l'habitation. Voilà, pour que les sigles puissent être un peu plus simples. Pour une maison individuelle, le maître d'ouvrage peut, s'il le souhaite, faire appel à un BCT, donc un bureau contrôle technique. Si la technicité du chantier est élevée, besoin d'un contrôle indépendant ou pour faire valoir le respect des normes sur le chantier. Le prix du contrôle technique dépend des missions contractées par le maître d'ouvrage, du nombre de visites sur site. Exemple, une mission L. Donc, il y a des différentes missions. Par exemple, on a pris la mission L qui, dans le cadre de la construction d'une maison individuelle classique, vous sera facturée de 2300 à 3000 hors taxes environ. Il y a aussi l'ordonnancement, pilotage et coordination. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'intervenants qui peuvent vous aider et qui, des fois, sont obligatoires et qui, même si c'est clair, c'est beaucoup de frais qu'on n'a pas prévus, ce sont des personnes qui vont rendre votre projet possible et sain. Et ça, c'est super important, que ce soit dans la construction ou dans la conception ou dans la vie du bâtiment après sa construction. C'est très important. Donc, l'ordonnancement, pilotage et coordination, l'OPC, c'est l'intervenant indépendant. C'est un intervenant qui est indépendant. Le coordinateur de travaux aide à maîtriser le bon déroulement de votre chantier. On peut faire appel à lui en fonction de la complexité du chantier, par exemple. Sa mission fera l'objet d'honoraires compris entre 3 et 4% du montant du marché de travaux des entreprises. Encore une fois, ça peut paraître à première vue très ésotérique et très technique, mais c'est nécessaire. Il faut s'y pencher. Le coordonnateur santé, protection, sécurité, le SPS, pour les chantiers de bâtiments de travaux publics concernant la structure ou le clos couvert d'un immeuble et réunissant au moins 2 entreprises en coactivité, on aura besoin d'un coordonnateur santé, protection, sécurité. Pour les chantiers de bâtiments ou de travaux publics qui comportent des risques particuliers. Il assure la coordination d'un chantier sous l'angle de la sécurité des travailleurs du chantier lui-même, puis en deuxième lieu, la sécurité de ceux qui seront appelés à intervenir plus tard sur l'ouvrage. D'ailleurs, l'architecte peut le faire, ce coordinateur santé, protection, sécurité. Tout dépend des missions qui lui sont accordées. Ensuite, je vous avais promis tout à l'heure les taxes générées par le permis de construire. Donc, quand vous déposez un permis de construire, il y a des taxes. En l'occurrence, la taxe d'aménagement. Vous avez donc la redevance d'archéologie préventive, donc en l'occurrence 2 taxes. Ces 2 taxes sont générées par le permis de construire et ne sont payables qu'une fois en 1 ou 2 tranches selon le cas. La première est payable 1 an après la délivrance du permis de construire et en cas de deuxième tranche. Celle-ci sera exigible 2 ans après la date de délivrance du permis. La taxe d'aménagement, donc plus précisément, on va se focaliser dessus. Le mode de calcul, encore une fois, je répète, vous aurez le PDF, vous aurez le diaporama, donc si vous ratez des notes, ce n'est pas grave, vous pourrez ensuite avoir les formules qui peuvent à premier lieu très complexes, mais qui ne le sont pas. Je vais vous montrer des exemples tout de suite après, par exemple, cette slide. Donc, le mode de calcul de la taxe d'aménagement, c'est la surface taxable multipliée par la valeur forfaitaire fois le taux communal ou intercommunal, plus la surface taxable fois la valeur forfaitaire fois le taux départemental. Ça peut paraître encore une fois complexe, mais regardons l'exemple.
Par exemple, dans un exemple de calcul de taxe d'aménagement pour la construction d'une maison individuelle de 150 mètres carrés, donc je répète, une maison individuelle de 150 mètres carrés de surface taxable, comportant 2 places de stationnement extérieures, alors on aura en premier lieu un taux communal, par exemple. On prend, donc tout dépend du taux qui peut varier, mais on part du principe que ce taux communal est de 5% et que le taux départemental est de 1,8%. Ensuite, le U, valeur taxable, on part du principe qu'il est de 759 euros du mètre carré. Hors Île-de-France. En Île-de-France, on est dans l'ordre du 800-803 euros du mètre carré. Donc, ça varie. Mais quand on a ces valeurs-là, le calcul devient assez facile à faire. Donc, dans le calcul de la part communale, on a 100 mètres carrés fois 759 divisé 2 parce qu'il y a un abattement de 50% sur les 100 premiers mètres carrés. Et ensuite, vous rentrez les inconnus et à la fin, la taxe totale de la TA. Donc, quand j'ai rentré mes stationnements, sous la part communale, mon calcul de la part départementale avec le calcul de la part départementale des stationnements, on arrive à un total de TA, donc de taxes d'aménagement, pour cette maison de 150 mètres carrés à 5 433,20 euros. Voilà. On y arrive. Mais n'hésitez pas, quand vous avez pris la formule, à chercher les inconnus et ce sera très simple ensuite de pouvoir avoir son estimatif. Pareil pour la redevance d'archéologie préventive. Pour cette même maison, on verra juste l'exemple en bas, donc les 2 dernières lignes. L'exemple de calcul avec une résidence principale de 120 mètres carrés, cette fois-ci hors Île-de-France en 2020. On applique le même calcul et on obtient pour cette maison 212,52 euros. Donc, vous voyez un petit peu les prix. Maintenant, le coût de la construction. Donc, vous avez déposé votre permis, félicitations, vous l'avez. Vous avez donc ces taxes qui se sont appliquées au permis de construction, au permis de construire. Maintenant, on passe au coût de la construction. Donc, il faut réaliser la maison maintenant. Donc, un calcul sommaire du coût estimatif peut être fait à partir de la surface habitable, envisagée. Donc, elle comprend l'épaisseur des murs intérieurs pour avoir la surface de plancher, SP, les murs extérieurs en façade. Les surfaces non prises en compte dans le calcul de la surface habitable, SH, verront d'agar à surface dont la hauteur des plafonds est inférieure à 1,80 m. C'est la loi Carrez. S'il y a un sous-sol, sa surface sera multipliée par un coût au mètre carré inférieur. L'addition de toutes ces surfaces donnera la surface hors œuvre brute, SHOB. On ne l'utilise plus depuis 2012, mais elle est quand même intéressante à utiliser pour pouvoir estimer ce coût. Et bien évidemment, tout ce que je dis, il y aura un exemple qui suit. Donc, justement, l'addition de toutes ces surfaces permettra d'avoir SHOB, surface hors œuvre brute, de la construction qui, multipliée par un coût au mètre carré, on verra combien tout à l'heure, le suspense est à son paroxysme, donnera le coût estimé de la construction seule. Le résultat sera multiplié, et là je vous dis, par un coût au mètre carré d'environ 1 500 euros du mètre carré. Donc, il y a énormément de différences de surface, etc., qui, encore une fois, sont pas faciles à expliquer une fois. Il faut se pencher parce qu'il existe là la surface habitable. Des fois, il y a des calculs qui sont déduits. Des fois, il y a des surfaces qui sont exclues. Ensuite, par exemple, pour calculer la surface de plancher, c'est un petit peu différent de la surface habitable. Et il existe, juste pour votre connaissance, différents schémas comparatifs de surfaces qui sont réglementaires, mais qui sont différents. Avant 2012, il y avait SHOB. Ensuite, il y a eu SHON. Donc, comme je l'ai dit, SHOB, c'est la surface hors œuvre brute, tandis que SHON, c'est la surface hors œuvre nette. Il y a des différences. Il y a l'emprise au sol. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans les PLU, l'emprise au sol est importante. Il y a aussi la surface taxable. Je passe à la deuxième, il y a la surface de plancher qui nous intéresse, la surface habitable qui nous intéresse. Des fois, il y a la surface RT, donc règlement thermique, et aussi la surface loi Carrez. On va rester simple aujourd'hui, ce soir, et on va juste parler de surface habitable et de SHOB.
La surface habitable, elle comprend en fait toute la superficie au nu intérieur d'une pièce. On ne compte pas en gros les murs, que ce soit cloison, mur extérieur. Tandis que Chob, lui, prend tout. C'est la surface qui inclut tout, que ce soit les murs extérieurs, les cloisons intérieures, tout. Vraiment, c'est très pertinent la différence. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer d'illustrer un peu cette partie théorique avec des chiffres et on va prendre le cas d'une maison F4 sans sous-sol. Donc là, on va essayer de faire un petit calcul approximatif de la surface habitable. Donc, imaginons que vous voulez faire un projet et avec votre conjoint, vous êtes en train de vous demander, OK, on va avoir un petit séjour de 30 mètres carrés, si on peut dire que c'est un petit séjour. On va avoir une cuisine de 10 mètres carrés et puis on a envie d'avoir 3 chambres. Donc, on aura une chambre qui sera plus grande, qui sera par exemple la suite parentale de 14 mètres carrés avec un dressing de 7 mètres carrés et puis une salle de bain de 5 mètres carrés. Une chambre 2, donc une deuxième chambre de 12 mètres carrés, puis une troisième chambre, par exemple pour un deuxième enfant, de 11 mètres carrés, avec une salle de 4 mètres carrés, un WC pour les invités, admettons, de 2 mètres carrés, puis un dégagement, donc le couloir, pour desservir toutes ces pièces, qui est quant à lui de 4 mètres carrés. Ça nous fait un total de surface habitable de 97 mètres carrés. Maintenant qu'on a fait notre projet et qu'on a déterminé les dimensionnements de nos pièces, et donc de notre projet, donc on a maintenant la volonté de déterminer quel sera approximativement, je dis bien approximativement, tout dépend de comment vous construisez, le prix final du projet. Donc, dans le petit carré orange, on va essayer de déterminer ce prix avec la shop qui, encore une fois, je l'ai dit, n'existe plus dans la réglementation depuis 2012, mais elle nous permet aujourd'hui, soit en tant que constructeur, soit en tant que particulier, notre maîtrise d'ouvrage ou client, d'estimer approximativement le prix. Faisons le calcul ensemble. Donc, au premier point, on applique un pourcentage à cette surface habitable. En effet, la surface habitable, donc je vais revenir sur la slide d'avant, que vous voyez à gauche, elle ne comprend pas les cloisons intérieures ni les murs extérieurs. Mais ces murs ont un prix et il faut les inclure. Dans notre 1500 € du mètre carré, il faut les inclure. Donc, on part du principe qu'un pourcentage à la CA, je suis dans le carré rectangle, au premier point, pour obtenir la surface de plancher, pour prendre en compte les murs intérieurs, je l'ai dit. Puis, on ajoute aussi un pourcentage pour avoir les surfaces des murs extérieurs en façade. En gros, on se dit que si on a une maison de 87 mètres carrés, on rajoute, donc de surface habitable, on rajoute 10% parce que les murs prennent de la place, en gros. Donc, ce qu'on fait, c'est que dans notre cas, on va prendre nos 87 mètres carrés de surface habitable, plus on va prendre 10% de ces 97 mètres carrés. Le calcul est très simple, hein, 9,7 mètres carrés. On additionne les deux et on obtient alors en surface intérieure 106,7 mètres carrés. N'oublions pas que, par exemple, on aime vivre à l'extérieur. D'ailleurs, nous venons de publier un article sur le site du CIE où on parle justement de cette notion de vivre dehors, de vivre à l'extérieur. Donc, on inclut une véranda, bien évidemment, puis le garage de 36 mètres carrés. Quand on additionne ces trois choses, on obtient 165,76 mètres carrés. C'est la surface hors œuvre brute, la fameuse shop. Donc, maintenant, je vous l'ai dit tout à l'heure, on multiplie cela par le mètre, donc 1500 € du mètre carré, et on obtient, vous l'avez en gros, hein, en rouge en bas, 248 640 €. Approximatif, mais ça nous donne déjà, je pense, une très belle vision du prix de revient. De la maison, dans ce prix-là n'est pas compris le prix du terrain. Faisons attention. Puis ensuite, on va parler maintenant de ce fameux coût de la viabilisation et des aménagements extérieurs. En gros, il s'agit du coût des VRD, voies d'accès, réseau, eau, EDF, télécom, implantés sur la parcelle et de leur raccordement au réseau public. Ensuite, de l'assainissement, le système d'assainissement non collectif, sinon coût du raccordement au réseau public d'égouts.
entre 8 000 et 13 000 euros pour une fosse septique et 2 000 à 10 000 euros pour un raccordement au réseau d'égout public. Troisième point, les ouvrages de soutènement éventuels. Nous avons vu les récents événements de novembre qui, aujourd'hui, nous font un petit peu réfléchir. Des trottoirs périphériques, des aménagements paysagers, de l'éclairage extérieur. Les gens, des fois, veulent des piscines ou des spas. La clôture, n'oublions pas la clôture coûte très cher. Là aussi, le portail, le portillon, même la boîte aux lettres. Alors, ça ne coûte pas très cher la boîte aux lettres, mais c'est intéressant si on le met dans le prix, ça nous donne encore une plus grande précision. Et ensuite, ces coûts sont variables en fonction des projets et peuvent coûter de 10 000 à 50 000 euros, voire plus. Mais partons au minimum sur 10 000, déjà. Les assurances. Alors là, il ne faut pas oublier cette partie très importante. Une assurance dommage ouvrage à souscrire avant le démarrage du chantier par le maître d'ouvrage, le client, une seule fois. Le montant de la prime d'assurance dommage ouvrage est calculé en appliquant un taux proportionnel entre 0,8% et 1,2% au coût total des travaux à garantir. Encore une fois, vous pouvez revenir sur ce PDF pour mieux comprendre les subtilités de ces taux et leurs proportions. Ensuite, ce taux de cotisation varie en fonction de la nature de la construction et de sa destination. Il est proportionnel au risque à garantir. Le calcul se fait en fonction de la nature du chantier de construction ou de rénovation et de la destination finale de l'ouvrage. À titre d'illustration, pour une construction entièrement évaluée à 150 000 euros, si le taux appliqué est de 2,5%, par exemple, la prime que le maître d'ouvrage doit verser est alors de 150 000 fois 2,5% est égal à 3 750 euros. L'assurance multirisque habitation aussi. D'une manière générale, les garanties des contrats d'assurance multirisque habitation se divisent en deux volets. Le premier, responsabilité civile vie privée, qui prend en charge les préjudices causés aux tiers par le souscripteur, ses ayants droit, voire ses animaux de compagnie. Et en deuxième point, les protections du logement et des biens mobiliers qui s'y trouvent contre les dommages. En cas de déclaration de catastrophe naturelle, on connaît ces choses-là très bien aux Antilles, ouragan, séisme, inondation, glissement de terrain et j'en passe, c'est elle qui sera mise en œuvre. Le montant de la prime d'assurance dommage ouvrage est calculé en appliquant un taux proportionnel variant entre 0,8 et 12% du coût total des travaux à garantir, entre 300 et 500 euros par an. Avant de conclure cette petite présentation et d'entamer notre discussion, on va voir en dernier lieu quelque chose qu'on oublie, qui est le coût des aménagements intérieurs. Souvent, on l'oublie et c'est dommage parce que c'est ce qui rend, qui ajoute ce petit cachet à la fin. Je parle notamment du dressing, de la cuisine et qui coûte quelque chose, qui coûte souvent cher. On va donner des prix. Les aménagements intérieurs comprennent généralement le second œuvre, donc revêtement de sol et muraux, éclairage et luminaire, etc. Les équipements, la cuisine aménagée de 5 000 à 30 000 euros, les meubles de salle d'eau et de bain, voire des spas, voire le hammam, qui vont de 500 à 10 000 euros et plus. Les dressings et placards entre 2 000 à 10 000 euros, les équipements de confort, brasseurs d'air, climatisation, alarme, domotique de 300 à 30 000 euros. Ces prix dépendent des projets, des équipements, de leur qualité et de leur quantité. Il est conseillé aux maîtres d'ouvrage de voir les fournisseurs et installateurs afin d'avoir une idée des dépenses qu'ils auront à engager. Donc, c'est la fin de cette présentation. On va tout de suite, sans plus tarder, passer à vos questions. On va essayer d'y répondre du mieux que possible. Donc, n'hésitez pas. Quelqu'un a une question? J'en ai une, vous m'entendez? Oui, Seb, c'est ça? C'est ça, c'est bien ça. Oui, J'ai une question concernant la taxe d'aménagement. Est-ce qu'elle est différente lorsque c'est une société qui construit? Je veux dire, est-ce que le calcul est différent
si c'est une personne physique par rapport à une personne morale qui construit? Alors, selon ce que j'ai vu, comme on l'a vu tout à l'heure, je vais repartager l'écran et je vais essayer d'y répondre. Donc là, pour poursuivre l'écran, partager. Donc, on revient à la taxe d'aménagement pour suivre ta question. Donc, la taxe d'aménagement, elle obéit à une formule que j'ai citée tout à l'heure et elle dépend donc de taux communal. Donc, peu importe pour l'instant que ce soit un architecte ou un CMI qui a voulu construire la maison, et elle obéit aussi à un taux départemental et une valeur taxable. Ce sont on va dire des variables qui ne bougent pas. Et la seule chose qui peut varier, c'est c'est la superficie. Donc, encore une fois, premier lieu, je pense que peu importe que ce soit un architecte ou un CMI, cette taxe d'aménagement n'évoluera pas tant que ça. Alors, je ne parlais pas forcément d'architecte ou SAMI. Je veux dire, par exemple, si moi, je Mhm. dépose un permis de construire à mon nom D'accord? propre Oui. versus si je passais par enfin, je créais une société civile, par exemple, pour Mhm. construire. Mais a priori, bon, dans la réponse Ouais, est ouais, c'est ça. là, Peu importe ça change pas. l'acteur qui concevra ou pensera la maison oublie tout. La formule n'inclut pas qui a fait quoi. Elle inclut vraiment des taux et des valeurs et des surfaces. Voilà. Merci. En tout cas, alors, j'ai des questions écrites. Donc, je vais Oui, essayer d'y répondre. Allez-y, si vous avez une oui. question, je suis en train de lire Vous les avez écrits. parlé de l'étude de risque. Vous pourriez me dire le montant à peu près pour une étude de risque? Vous avez dit effectivement que l'étude de sol variait entre 1500 et 2000 Mhm. euros, mais l'étude de risque. Alors, le risque, tout dépend dans la zone dans laquelle vous êtes. Donc là, par exemple, tout à l'heure, je suis revenu sur la slide, je ne sais pas si vous la voyez. Par exemple, si vous faites appel à un géotechnicien, on va donc, par exemple, comme je l'ai dit pour cette étude, l'étude en G2 AVP de 1000 à 2000 euros. Et ensuite, j'ai souligné, mais plus une étude de risque pour les terrains situés en zone orange et bleue. Alors aujourd'hui, non, je ne sais pas combien ça coûte pour faire une étude de risque en plus. Si quelqu'un a la réponse, n'hésitez franchement pas à prendre la parole. Moi, je n'ai pas la réponse précise pour vous répondre sur l'étude de risque. Par exemple, un terrain situé en orange bleu. Il faudrait demander à des experts qui, par l'intermédiaire de devis, vous répondraient beaucoup plus précisément que moi. Mais je pense que, sincèrement, on est à plus que 1000 ou 2000 euros. D'accord, ok. Est-ce que Alors, quelqu'un... oui, Allez-y. oui, j'ai une question. Oui. Dans la continuité de ce que Madame vient de dire, je me suis renseigné pour l'étude de risque. Effectivement, enfin, l'étude de sol, effectivement, c'est une Très zone bien. jaune entre 1200 et 2000 euros. Très bien. Mais pour les zones oranges, on est vraiment sur des montants un peu plus importants, à plus de 5000, 6000 euros. Pour les études de risque. Voire même 8000 euros. Non, Wow. étude de sol, zone orange. D'accord. Et en fait, moi, j'avais une question. Je ne sais pas si c'est un peu du sujet, mais si on a une zone orange qui n'est pas très loin de notre zone jaune où on veut construire, est-ce qu'on doit prévoir une étude de sol également sur cette zone orange qui n'est pas très loin de cette zone jaune? Alors, moi, personnellement, je l'aurais fait, moi. Personnellement, à titre indicatif, j'aurais eu un terrain comme ça. Je pense qu'avec tout ce qui s'est passé en novembre et ce qui se passe depuis des décennies, moi, à titre personnel, je l'aurais fait. D'accord. En termes de précaution, je pense que lorsqu'on est sachant, on est toujours beaucoup plus paré aux éventuelles choses qu'on ne prévoit pas. Ok. Je vais lire, avant que quelqu'un prenne la parole, je vais lire une question écrite. Ensuite, n'hésitez pas, si je ne réponds pas précisément à votre question, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer des messages, parce que des fois, il y a franchement des questions particulières. Et n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour ça. On va étudier le cas du mieux qu'on peut pour pouvoir vous aider. Donc là, il y a une question de Patricia P. qui dit « Bonsoir, une demande de confirmation. L'estimation de 1 500 euros du mètre carré comprend-elle les murs bruts ou les carrelages, peinture, électricité, etc. » On part du principe que c'est carrelage, peinture, électricité, chantier, maîtrise d'œuvre, tout. On essaie d'inclure les 1 500 euros on essaie de tout ça dans ces 1 500 euros du mètre carré.
Ensuite, je réponds à Joël Paul. Bonsoir. Comment la TA est calculée dans le cas d'un lotissement? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, moi, j'ai vraiment parlé d'une maison individuelle. Alors, si vous réalisez tout le lotissement, je ne sais pas comment ça se passe, mais si vous réalisez une maison dans un lotissement, je pars du principe, et je peux me tromper, qu'on obéit toujours à la même règle de la TA. Aujourd'hui, tout mon exposé a été vraiment conçu pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain qui n'est pas forcément un lotissement. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler? N'hésitez pas à prendre le micro. J'espère avoir répondu à vos questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à prendre la parole. Oui, 100 euros exclus. Alors, je vous dis oui. 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 Là, je parle vraiment de la construction brute, de sa conception à sa construction. Mais sans penser, j'exclus le prix du terrain, oui. Alors, j'ai une question, je souhaite rebondir sur… alors, bonsoir et merci pour la présentation, Anthony. Donc, je veux rebondir sur le dernier intervenant qui a posé une question concernant les zones oranges. Justement, j'ai toujours entendu dire que ce genre de zone n'est pas du tout constructible. Est-ce que justement, est-ce une fausse idée ou est-ce que justement, suite à l'étude de sol, l'étude de risque, on peut effectivement accepter la construction sur une telle zone? Alors, si j'ai bien compris votre question, si par exemple on lit le PPRL, on verra que par exemple, une zone orange-bleu peut être considérée comme par exemple une zone qui est par exemple en ville urbaine, dans une zone urbaine, mais qui peut par exemple être menacée par une submersion ou une inondation. Par exemple, donc, ce n'est pas forcément inconstructible, mais des fois, il y a des aléas qui font que on est obligé de faire cette étude-là. Donc, souvent, on prend l'exemple d'un projet immobilier, par exemple à Fort-de-France, par exemple, où on peut avoir des inondations, des vagues, des submersions marines, par exemple. Donc, on prend cette zone-là en zone orange-bleu, précisément. Parce que j'ai Okay, je parle plus d'une zone où justement il y a plus une pente, en fait, un terrain où il y a plutôt une pente, en fait. Il y a une zone constructible et il y en a une autre, je crois que c'est orange, en fait, où justement c'est moins constructible. Est-ce que cette zone-là, elle peut faire l'objet d'une étude pour régulariser, s'apercevoir qu'on peut au final construire dessus ou pas du tout? C'est totalement… À ce que je sache, en zone jaune, on peut construire. Depuis qu'on n'est pas en zone rouge, on est pas mal, on est bon. Mais la zone orange permet justement fait qu'on doit faire des études complémentaires pour être sûr de la suite du processus. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, ouais, c'est pas grave, c'est en zone orange, ça devrait le faire. Et puis, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne connaissait pas, d'où les études complémentaires, les études de risque. Donc, pas forcément inconstructible, mais c'est juste qu'il faut chercher d'autres informations pour être sûr de la viabilité du projet. Ok, d'accord. Il y a d'autres questions? N'hésitez pas. S'il n'y en a pas d'autres pour le moment, j'en pose une autre. Oui, bonsoir. Allez-y alors. Excusez-moi, je voudrais juste une confirmation. Lors d'une vente de terrain, le propriétaire doit fournir une étude de sol G1. Est-ce que vous pouvez me confirmer cela? Je sais que les lois sont sorties, la loi est lente, mais est-ce qu'elle est applicable déjà? Oui. Étude de sol. Alors, je sais plus si la G1, je crois plus que la G1 existe, mais le vendeur du terrain doit vous donner une étude de sol et il y a une date, si ma mémoire est bonne, c'est 20 ans ou 30 ans. Pour justement, par exemple, si imaginons que vous avez acheté un terrain en 2020 et que cette personne-là a fait cette étude en 1950, ce ne sera pas possible. Il faudra qu'elle refasse une étude. Si cette période-là est de moins de 30 ans, donc 90 ans, 1990, excusez-moi, alors c'est bon. Mais oui, la personne qui vous donne, qui vous vend le terrain doit vous fournir une étude. Ok, merci. Alors, si je peux compléter, on m'entend ou pas? Allez-y.
Oui, Jérémy Brenard. Alors, pour compléter ce que Madame disait et ce que Monsieur Duval a répondu, effectivement, l'étude de sol s'avère obligatoire pour toute vente de terrain. Cependant, ne suffit pas, il faut préciser que ça ne suffit pas hein, pour l'acquéreur pour faire un projet immobilier. Hein. Ce projet immobilier, justement, va nécessiter une nouvelle étude approfondie en fonction du projet concerné. Hein, c'est une première chose. Donc, à ne pas négliger, en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'ai une question, encore une fois, c'est encore moi, Anthony, donc c'est concernant, est-ce que vous avez des exemples, par exemple, d'erreurs à éviter, je ne sais pas, que ce soit au niveau du process de ce projet de construction, mais aussi au niveau des prestataires, puisque bon, on sait, ça peut arriver qu'on tombe sur de mauvais prestataires qui ne vont pas du tout au bout des chantiers. Enfin, est-ce que vous avez, par exemple, des conseils à nous donner là-dessus, des erreurs à éviter, par exemple? D'accord, pour que le projet soit mené à bout. Je comprends que des fois on a peur. On a déjà vu le cas d'énormément de personnes qui ont fait confiance à des personnes, à des constructeurs, et puis ils ont mal fait le travail ou ils se sont envolés avec l'argent. Alors, vous parlez à une personne qui a fait des études d'architecture, donc je vais prêcher pour ma paroisse et je vais vous dire que vous pouvez vous entourer d'un architecte qui, justement, qui vous permettra justement de trouver les bons artisans, de rester dans les prix du mieux qu'il peut. Justement, il y a des professionnels qui sont là pour ça et les architectes sont là pour ça, même si la maison ne sera pas la plus grande et la maison la plus technique du monde, mais justement, ces professionnels, en l'occurrence les architectes, peuvent vous aider à vous entourer ensuite des bons constructeurs pour pouvoir aboutir à un projet. Donc, je prêche pour ma paroisse, je vous aurais répondu en première solution les architectes. En deuxième point, n'hésitez pas à chercher par vous-même. Le CAE est là pour vous accompagner. Vous avez des questions. Justement, nous sommes en train de le faire avec ce webinaire, mais il y a d'autres professionnels qui sont là, comme Jérémy Brina ou Michel Boucher, qui sont là pour vous aider à chercher, à déjà avoir les bonnes questions et puis ensuite à pouvoir vous aider dans le processus de réflexion du projet. Donc, posez-vous les bonnes questions, ensuite trouvez les bons professionnels pour vous accompagner jusqu'au bout du projet. De quand date la dernière réévaluation du PPRN? Oula, très bonne question, je ne sais pas. Si quelqu'un a la réponse? Non, je pose la question parce que j'ai un voisin qui, lui, a construit sa maison étant en zone jaune et il a eu la surprise de découvrir après qu'il était en zone orange. Donc, c'était pour savoir, c'est réévalué tous les 10 ans, tous les 20 ans, tous les 30 ans. Est-ce qu'un de mes collègues aurait la réponse? Parce que moi, je ne l'ai pas. D'accord. Mais moi, je chercherai la réponse. Quelqu'un? Oui. Je n'ai pas vraiment la date exacte, mais je sais effectivement, monsieur a un peu raison, le PPR a été effectivement révisé par le BRGM, ils ont pu réviser des choses et on a observé pas mal de zones qui sont passées de jaune à orange ou voire pire. Donc il y a une grosse révision qui a été menée. La date exacte, je ne peux pas vous la dire comme ça. Il faut mener des investigations approfondies pour en savoir un peu plus. Très bien. Donc, ok, merci. Très bien. Autre question? Donc, encore une fois, je répète juste avant que quelqu'un prenne la parole, tous ceux qui se sont inscrits, n'hésitez pas, nous enverrons ce PDF, cette présentation, pour que vous puissiez un peu plus réfléchir sur les calculs par rapport à vos projets propres. Voilà. Alors, il y a Jeanne Franck qui dit que le PPRN est consultable sur le site PPRN 972, sur lequel se trouvent les derniers de jour. Pascal qui répond que le PPRN a été mis en place en 2004 et révisé en 2013. Merci beaucoup de votre participation et de votre efficacité.
Monsieur Bûcher, vous voulez dire quelque chose, Michel? Oui, mais Michel Bûcher, donc je voulais simplement préciser que c'était bien en 2013, justement. C'était bien en 2013, la dernière date, la date de la révision. C'est ça. N'hésitez pas à regarder les discussions. Il ne faut pas hésiter à consulter les sites et à consulter également les services urbanistes de votre commune ou éventuellement de CAIE. C'est ça. Donc, encore une fois, je répète, le PPRN a été mis en place en 2004 et révisé en 2013. 18h17, tout va bien, on a commencé il n'y a même pas une heure. On est aux questions, n'hésitez pas. Bonsoir. Déjà, merci pour le webinaire parce que c'est vraiment top. J'avais une question en fait sur le permis de construire. Est-ce que lorsqu'on dépose un permis de construire, on peut modifier en fait le permis qu'on a déposé, ou en fait c'est figé et on ne peut plus modifier? C'est-à-dire si on dépose un permis de construire pour une maison et que finalement on veut faire autre chose, un F4 ou une maison de plein pied, et qu'on avait déposé un permis pour une maison en sous-sol, est-ce que c'est possible de modifier ou pas? Alors oui, il existe des permis modificatifs d'un permis de construire ou d'aménager. Par exemple, on peut juste aller sur Internet et le voir. Lorsqu'une autorisation de construire ou d'aménager vous a été accordée, vous pouvez en obtenir la modification en déposant un permis modificatif pour des petits changements du projet initial. On ne va pas non plus dénaturer le projet parce que ce n'est pas le but, mais s'il y a des petits aménagements à trouver, alors oui, on peut le faire. S'ils sont plus importants, donc ces changements, vous devez déposer un nouveau dossier de demande de permis, tout simplement. Et je vais mettre le lien tout de suite sur le lien pour que vous puissiez vérifier par vous-même. Et alors, il y a Pascal qui a répondu pour le PPRN et il dit « on ne m'entend pas ». Non, on ne t'entend pas. Donc, n'hésite pas à désactiver ton micro. Est-ce que vous avez fait un webinaire sur justement tout ce qui est BRGM, etc. Ça pourrait être intéressant d'avoir un webinaire dessus. Alors, merci. Surtout que moi, ma question, c'est de savoir sur quoi ils se basent pour mettre une zone en orange, en jaune ou en rouge. Est-ce qu'ils vont faire des études sur le terrain? Est-ce que c'est par des satellites? Est-ce que voilà, puisque du coup, on peut avoir vraiment des différences de traitement entre ma voisine qui a un terrain qui est vraiment dans un état pas possible, qui est en zone jaune, et notre voisin qui lui a qui a un terrain tout à fait plat, qui lui est en zone orange. D'accord. Donc, à défaut d'avoir la réponse aujourd'hui, ça aurait été intéressant d'avoir un webinaire sur ce sujet. Très bien, merci beaucoup pour l'idée. Elle restera dans nos mémoires et j'espère qu'on pourra le faire cette année. Nous avons un professionnel ici qui connaît ce milieu-là. Alors, M. Vitoco, qui est le président du BRGM en Martinique, pourra, donc, je pense, plus répondre à comment ils font pour savoir si c'est une zone orange, si c'est une zone jaune, et ainsi de suite. Je pense qu'il y a des études, ce sont des ingénieurs qui je pense, font énormément de prélèvements, qui vont chercher, qui vont enquêter le terrain, vraiment à savoir son architecture, l'architecture du terrain, et pour les mettre en jaune, en orange. Après, n'étant pas ingénieur géotechnique, je ne pourrais pas vous dire comment ils font précisément, mais je pense qu'on peut leur faire confiance à ce sujet-là. Même si, encore une fois, on ne sait pas tout et ils font du mieux qu'ils peuvent. Mais des fois, il y a des zones jaunes qui connaissent des contrariétés. Et voilà, on ne peut pas tout savoir, mais je pense qu'ils font le travail du mieux qu'ils peuvent. Et franchement, ils font du très, très bon travail. Après, comment précisément, je ne sais pas, mais vous pouvez contacter le BRGM et le président qui s'appelle M. Viteco, le directeur qui s'appelle M. Viteco. OK. Avez-vous d'autres questions ou d'autres réponses? Si vous voulez dire quelque chose, n'hésitez pas. Si ça peut... J'ai une autre question. Oui. En fait, là, par exemple, si on a eu le plan de l'étude du terrain. J'entends très mal. Excusez-moi. En fait, si on a eu le plan de l'étude du terrain et qu'on a l'étude de sol, est-ce qu'on peut déjà aller voir un architecte pour voir un petit peu si on a une idée en tête de ce qu'on veut comme maison? Oui, bien sûr. Bien sûr. L'architecte peut vous aider dès le départ, c'est-à-dire que
il est vraiment là à la jeunesse du projet jusqu'à la clé et même après dans les 10 ans, dans la santé du bâtiment, comment il vieillit. Donc oui, n'hésitez pas. Si vous avez déjà une idée approximative de votre enveloppe financière, du terrain, que vous avez déjà des études, ne serait-ce que minimales de votre terrain, vous pouvez déjà en discuter avec lui. Ce sera d'autant plus intéressant de mûrir un projet avec lui parce qu'il va vous aider. Donc, n'hésitez pas, bien évidemment. Ok, merci. Si vous avez d'autres, encore une fois, il est 18h22, 40. J'ai une autre question, si personne n'en a. En fait, c'est les coûts d'architecte. Vous aviez expliqué que c'était entre 8 et 10% du coût de la construction et que finalement, ce montant-là était principalement dédié au coût des travaux, en fait. Mais du coup, si jamais, est-ce que par exemple, si jamais on passe pas par un architecte, mais qu'on passe par les artisans, on passe par les artisans individuellement, finalement, est-ce que le gain, il est vraiment important ou... Parce que j'ai l'impression que passer par un architecte, ça nous assure quand même de choisir un bon conducteur de travaux et de choisir de bons artisans et d'avoir une maison à l'image de ce qu'on souhaite. Alors, la loi nous impose à tous que lorsque nous avons une maison qui est de plus de 150 mètres carrés surface de plancher, plus de 150 mètres carrés de surface de plancher, il faut faire appel à un architecte. En bas, on n'est pas obligé. Cependant, même si on a 120 mètres carrés de plancher, on peut faire appel à un architecte. Ensuite, c'est à vous de savoir quel type de prestation. L'architecte a fait 5 ans d'études. Il sait comment implanter la maison sur un projet. Il a ce savoir-là. Il a le savoir des artisans. Il va vous aider. Il va vous permettre de déposer un permis de construire, de ça, parce qu'il y a un protocole, hein, il y a des papiers à remplir, il y a des documents à donner. Il y a des documents à produire et l'architecte est là. Il peut même aussi suivre les chantiers. Je connais les architectes, la plupart des architectes qui construisent en maîtrise d'œuvre et qui sont HMNOP, donc qui sont habilités à la maîtrise en leur nom propre et qui sont inscrits à l'ordre et qui construisent. Ces personnes-là vous suivent, par exemple, pendant le chantier et vont, par exemple, très souvent, une fois par semaine sur le chantier pour vérifier la phase du chantier. Il est aussi le garant du planning. Il est en fait votre porte-parole sur le chantier parce que vous n'avez pas le temps et il est là vraiment pour vous aider. Donc, c'est à vous de savoir si vous devez faire appel à lui. Moi, bien évidemment, je prêche pour ma paroisse, je le dis, et je vous conseille bien évidemment de le faire. Y a-t-il des écarts de prix notables entre des constructeurs de maisons individuelles ou des artisans? Alors moi, j'ai vu de tout. Hein. Sincèrement, j'ai vu de tout. J'ai vu des constructeurs de maisons qui faisaient franchement du très bon travail, comme d'autres qui proposent des prix exubérants. Des devis que j'ai pu voir qui étaient vraiment très, très, très forts. Donc, encore une fois, y a-t-il un écart de prix notable entre les constructeurs de maisons individuelles ou des artisans? Tout dépend. Encore une fois, quand vous avez votre projet de construction, n'hésitez pas à être curieux sur les devis. C'est là qu'on peut savoir. Et ensuite, nous, au CAIE, on peut vous aider avec la comparaison de ces devis à voir en fait qui est le mieux disant, mais à savoir qui permet le meilleur rapport qualité-prix. Ensuite, il y a Sarah Darivon qui dit « Les tarifs des architectes sont-ils réglementés ou faut-il faire jouer la concurrence ?» Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le prix, on a donné une échelle entre 8 à 12%, mais, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est entre votre architecte et vous. C'est à vous de voir. Donc, faire jouer la concurrence, ben oui. Il ne faut pas se mentir, oui, il faut aller voir des architectes, voir qu'est-ce qu'ils vous proposent. Mais encore une fois, le prix, il y a des architectes qui ont des grilles tarifaires, comme un peu dans un salon de coiffure, qui ont dit, voilà, pour un APS, ce sera tant, pour un avant-projet sommaire, précisé, voilà, ou un APD, ce sera tant, pour tout le projet, ce sera tant, voilà, tout dépend du contrat. Mais oui, il faut faire jouer la confiance, il faut faire demander des devis, c'est clair que si on va voir l'architecte sur la place qui fait des maisons à 3 millions d'euros,
bon, ça va être dur de parler prix, mais il faut aussi, voilà, bien évidemment, oui, il faut faire jouer la concurrence. Bien évidemment. Je ne suis pas content en tout cas. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres réponses ou d'autres questions? N'hésitez pas, s'il y a des architectes qui veulent parler, ou des ingénieurs, ou des constructeurs, ou tout autre professionnel qui veulent parler de leur prix, ouvrir leur cœur, n'hésitez pas. J'ai iPhone, désolé, je ne sais pas le nom qui parle. Non, ok, non, c'est bon, excusez-moi. Yanis, activez son micro, vas-y. Non, j'étais mon micro, il est allumé. Autant pour moi alors. Autant pour moi. Pas de problème. En tout cas, n'hésitez pas. Nous sommes là. Je vais vous envoyer, si vous voulez, mon email ou contacter l'email du CIO. Vous pouvez le trouver sur le site. Si vous avez des questions à ces sujets-là, je sais que des fois, c'est des questions très précises. Je ne peux pas me permettre d'y répondre précisément parce qu'il faut se pencher, il faut réfléchir, il faut en discuter. Donc, désolé si je ne réponds pas précisément à vos questions. Par exemple, du coup, c'est au cas par cas, mais n'hésitez pas à faire appel à nous, que ce soit par email ou par téléphone. Alors, j'ai une question. Quel recul sur les nouvelles techniques de construction, telles les structures métalliques, supposées antisismiques et de moindre coût? On peut faire référence aux conteneurs, par exemple. Alors, il existe des façons plus ou moins traditionnelles de faire une maison. Le réemploi, les conteneurs, des structures qui sont en bois, en bambou et j'en passe. On n'a peut-être pas assez de recul. En ce moment, je sais qu'il y a énormément de maisons qui se font en conteneurs, par exemple en Martinique. Le recul, moi, je ne l'ai pas personnellement. S'il y en a qui l'ont, partagez-le, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'y crois. Je me dis que c'est le moment de penser une nouvelle architecture qui est un peu différente du bois, du béton, etc. Même si on ne va jamais changer, il faudra toujours des fondations en béton, etc. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres principes avec les maisons conteneurs qui, apparemment, sur le papier, seraient moins chers. Il y a des constructeurs qui annoncent des prix de 900 à 1000 euros du mètre carré. À vérifier pour voir si c'est vrai. Et à voir comment ces maisons vieillissent. Donc, il faut avoir un peu plus de recul. Mais moi, j'y crois. Je pense qu'il faut essayer pour voir. L'architecture a une part d'expérimentation qui est super intéressante. Et donc, le recul, je pense, moi, personnellement, je ne l'ai pas. Mais je suis vraiment positif à ces sujets-là. Et je me pose la question comme vous, du recul par rapport à ces choses-là, mais je reste positif. Ensuite, il y a Patricia Appé qui dit « Je suppose que le prix moyen de 1500 euros du mètre carré correspond à une construction en béton. Avez-vous des estimations pour des constructions en bois ou mixtes ?» Ça va faire sourire mes collègues parce qu'on en parlait justement au début. Alors, il y a 20 ans, ils vous répondront qu'il y avait une différence. Aujourd'hui, cette différence est en train de fondre comme neige au soleil. Et on part du principe qu'aujourd'hui, même s'il y a peut-être encore une petite variable, on est sur des prix qui sont assez similaires. Voilà. Si, encore une fois, quelqu'un veut apporter quelque chose, n'hésitez pas. Mais la différence qu'il y avait, par exemple, entre le bois et le béton est aujourd'hui en train de fondre. Et on part du principe, quand on ne sait pas, par exemple, au début de son projet, si on fait en bois, béton ou j'en passe, on part du principe de 1500 euros du mètre carré. Ensuite, les estimations pour les constructions en bois, précisément, en fait, on va chercher sur Google, on ne va pas se mentir, ils sont toujours dans une fourchette qui est immense. C'est même pas une fourchette, c'est une fourche. Ils sont toujours entre le 400 et le 2000 euros du mètre carré pour tous les matériaux. Donc, il faut se poser la question en Martinique. Alors, moi, je ne sais pas, parce qu'après, en fait, il faut aussi raisonner. On pense souvent au prix de la construction, et puis après, il y a aussi le maintien de la maison. Et souvent, par exemple, le bois demande un peu plus d'attention que le béton, ne serait-ce que dans la peinture ou le vernis ou le traitement. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose qui n'a pas été fait dans cette présentation, s'il fallait la critiquer, c'est qu'on parle de coût d'opération, mais il y a ensuite la santé du bâtiment, son maintien, comment il va vieillir avec le temps, 4, 5, 8, 10 ans et plus. N'oubliez pas ça. Le coût, selon Pascal, le coût est équivalent en bois ou en brique. Merci de ton intervention.
A-t-on un recul sur le coût d'entretien des constructions? Exactement, je commence à en parler. C'est quelque chose qui est variable, encore une fois. Tout dépend de où est le bâtiment, de comment il a été construit, de quels matériaux ont été utilisés, de leur qualité, de leur rapport à la nature et au climat tropical martiniquais. Ce sont des choses qui, je pense, qui varient pour chaque projet. C'est cas par cas. Et encore une fois, je le disais, si vous avez des retours d'expérience à ce sujet, n'hésitez pas. Alors, le coût de main-d'œuvre est moindre en bois car la construction est beaucoup plus rapide, et ainsi, et je continue. Par contre, il demande plus d'entretien et coûte plus cher à l'achat matériaux. Donc voilà, comme dit Pascal, ça s'équilibre, on se rejoint sur ce point-là. Ensuite, il y a Jeanne Franck qui dit que le ratio au mètre carré dépend du niveau de prestation des matériaux, de la complexité de l'opération, de paramètres qui varient d'un projet à un autre. Merci, c'est une architecte avec qui j'ai pu travailler quand j'étais stagiaire et ça me fait plaisir de voir qu'elle est là. Et merci de ta réponse, Jeanne Franck. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler? Yannis, j'ai vu que tu lèves la main. Tu peux activer ton micro. Oui. Il y a un coup dont on n'a pas parlé, enfin, à part si on en a parlé rapidement, c'est la surprise du fameux mur de soutènement. Ah, j'en ai parlé. Oui, je sais. Du coup, est-ce qu'on peut je ne sais pas si on peut approfondir dessus, s'il y a quelque chose à en redire, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont surpris de voir qu'ils ont une maison avec un prix et découvrent qu'on les exhorte, entre guillemets, avec raison ou sans raison, de faire un mur de soutènement, des fois un en amont et un en aval. Voilà. Alors, pour répondre à ta question, j'ai eu un cas il y a un mois ou deux, justement, après cette frénésie de novembre qui nous a tous un peu pris de court. Il y a une personne qui, dans le sud de la Martinique, sans vraiment préciser la ville, qui a construit sa maison et quand le service urbanisme est venu voir la maison, ils se sont dit, mais non, mais il faut faire un mur de soutènement. Du coup, qu'est-ce que ça engendre? Frais supplémentaires et j'en passe. Et c'est vrai que si la personne... Alors, je ne dis pas que la personne n'a pas fait des études au préalable, etc. Mais si elle s'était entourée et s'était peut-être plus informée, elle aurait déjà pris en compte, au vu des photos que j'ai vues du projet qui était, qu'il fallait nécessairement un mur de soutènement. Ensuite, comme je l'ai dit, il existe plusieurs murs de soutènement qui font que le prix va varier et ainsi de suite. Mais si on est sachant dès le départ et qu'on s'entoure des bons professionnels, on n'aura pas ces surprises. On en aura des surprises, mais on n'aura pas de telles surprises telles qu'un mur de soutènement où on est obligé de refaire un prêt derrière, quoi. Donc, c'est vrai qu'il faut en parler, mais c'est surtout avant de construire, on se pose les bonnes questions. Le terrain, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il ne veut pas? Qu'est-ce qu'il peut prendre? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le terrain soit viabilisé, pour que la maison ensuite puisse rester à vitam aeternam, en tout cas le plus longtemps que possible. Et si on se pose ces questions-là avant de partir la tête dans le guidon, dans une construction au plus vite, au plus pressé, nous comptons ça, eh bien, on se serait évité de belles surprises comme de se voir payer un mur de soutènement avec tout le drainage, et ainsi de suite, qu'il y a derrière. Posons-nous les bonnes questions avant de construire. Réfléchissons avant de bâtir. C'est aussi une phrase qu'on a pu rédiger avec le CAE dans un article qui a été publié en décembre sur il ne faut pas que les Martiniquais vivent dans leur tombe, en l'occurrence leur maison. Il faut pour ça qu'on se prémunisse en se posant les bonnes questions et que le non-sachant à chercher le savoir, la connaissance de comment on construit mieux sur le terrain et de façon un peu pour que nos maisons soient un peu plus pérennes et sécurisées, en l'occurrence. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de faire passer, Yannis, en l'occurrence? Oui, pas de souci. Là, il y a beaucoup de questions. Alors, il y a quelqu'un qui dit les 1 500 € correspondent bien aux grosses œuvres ou inclut également la menuiserie intérieure et extérieure. On part du principe que les 1 500 €, 1 500 €, c'est une grande fourchette. Hein. Il y a des personnes qui parlent de 1 200, de 1 350 € du mètre carré. Vraiment, 1 500 €, c'est une grosse fourchette. C'est une belle maison, quoi. C'est une maison, c'est correct. Je pars du principe que 1 500 €, c'est correct. Et donc, oui, pour répondre à votre question, selon moi, dans ce calcul-là, elle inclut également la menuiserie intérieure et extérieure. Après, si vous voulez prendre des portes en or, non. Mais si ce sont des portes normales, ça devrait le faire.
le coût du mur de soutènement, si nécessaire, c'est 1 000 € du mètre carré. Merci, en moyenne. En moyenne. Tout dépend aussi de la façon dont on le construit. Est-ce qu'on crée un mur au poids? Est-ce qu'on fait du gabion? Est-ce qu'on crée comment on le fait? Est-ce qu'on souhaite quelle esthétique on veut, quel esthétisme on veut? Donc, oui, tout dépend du coût, de l'accessibilité du terrain. La dame que j'ai pris un exemple tout à l'heure, elle aurait pu mettre du gabion, elle aurait pu faire quelque chose d'autre, elle aurait pu aussi créer un mur barbacané, elle aurait pu faire tout ça, mais le problème, c'est que elle avait un problème, son terrain était presque inaccessible au camion. Donc, il y a plein de choses encore qui rentrent en compte. Là où vous êtes, votre localisation, tout ça rentre en compte. Donc, en moyenne, on a, comme dit Pascal, on a 1 000 € du mètre carré, mais cela peut varier en fonction de votre projet. Alors, Pascal dit mètre carré au sol ou en hauteur? Par rapport à quoi? Je n'ai pas compris la question. Si Patricia P veut prendre... Ah, ok, d'accord. Ok. Alors, je pense... Très bonne question. Est-ce que Pascal veut répondre? Surface du mur ou en prise au sol? Qui veut prendre la parole? Il y a un petit débat là. Super intéressant. Là, je répète, Pascal a dit le coût du mur de soutènement, c'est 1 000 € du mètre carré. Et il y a Patricia P qui dit est-ce qu'on parle du mètre en hauteur ou en sol? Très bonne question, je n'ai pas la réponse. Alors, il y a Pascal qui répond, c'est incroyable, une discussion incroyable et palpitante. Base de calcul, 1 mètre de haut pour 1 mètre linéaire. D'accord. Patricia P, merci, comme ça, tout le monde est au courant. Le mur est estimé en surface à la verticale. Très bien. Que conseille le CAE entre une maison toute en béton blanche et une maison en briques? Quels sont les avantages et les inconvénients? Eh bien, ce que vous voulez. La maison en béton en blanche, elle est intéressante. Se pose la question du béton, de son inertie, de la brique, de son inertie, tout ça, c'est encore une fois, c'est à vous. Il y a des avantages, des inconvénients. Je vais parler d'un sujet que je maîtrise, notamment, par exemple, ce qu'on va parler du déphasage thermique. Moi, je préférais avoir une maison en brique qu'une maison en béton blanche. Ça, c'est moi. Mais ma brique, elle me permet déjà de faire marcher si par exemple j'achète la brique de la poterie des Trois-Îlets, de faire marcher un marché local, si je puis dire, et elle me permet d'avoir un confort thermique un peu plus optimum que si je suis en béton blanche, qui a un déphasage thermique un peu différent de la maison en brique. Donc, il y a des avantages, des inconvénients qui sont tout à fait différents. Encore une fois, tout dépend de ce que vous voulez achever. Il y a des avantages, des inconvénients dans les deux. Le prix aussi, les deux sont différents au prix. Alors, personnellement, je déconseille les murs en béton branché, sauf pour un immeuble. Le coût de béton branché est rapide à mettre en œuvre, mais le coût est élevé. Ce n'est pas l'idéal pour l'isolation. Michel, tu as activé ta vidéo, tu veux répondre? Ben pareil, hein, le béton branché très facile à mettre en œuvre, on gagne du temps. Mais c'est vrai que la brique est plus, on va dire, bioclimatique, quoi. Elle est plus adaptée à... elle restitue bien notre climat, les échanges air chaud, air frais, etc. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Michel, de ton intervention. Oui, Anthony, vas-y, Anthony. Oui, je disais justement, mais qu'en est-il de la construction en briques? Qu'en est-il de la solidité? Et puis aussi, si on parle de briques, les plus longues, donc l'artisan aussi, il prendra plus de temps à construire, donc plus de frais aussi liés à la prestation, en fait, à la construction. Donc, mine de rien, peut-être que ça devient plus cher aussi la brique que le béton branché, où en 2 semaines, pour une villa plein pied, c'est fait, non? Alors, effectivement, mais comme on l'a dit aussi, il n'y a pas que le coup d'œuvre, il y a aussi le climatique, l'environnemental. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler? Michel, tu as commencé, tu veux finir? Oui, c'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder seulement le temps de construction, il faut regarder aussi la façon de vivre dans la maison, quoi, en termes de température, de confort. Et donc, alors la solidité de la brique, oui, mais c'est d'abord la structure qui fait la solidité de la maison. La brique, en général, c'est du remplissage. Bon, je ne vais pas entrer dans cette partie, mais
c'est vrai que bon, j'ai un exemple d'un ami qui a construit en charpente métallique avec des remplissages en voile béton. Donc, c'est vrai qu'il a construit sa maison très rapidement, mais c'est vrai que c'est le tout clim après. Voilà, c'est le gros inconvénient, c'est que chez lui, c'est le tout clim, quasiment. Exactement. Alors, j'ai entendu une voix tout à l'heure qui voulait prendre la parole. Allez-y, n'hésitez pas. Oui, vous avez parlé de la brique et du béton banché, mais vous n'avez pas fait allusion au parpaing. On utilise également le parpaing, Effectivement. les briques en parpaing. Très bien, effectivement. Construire en briques et en parpaing, alors c'est souvent les mêmes modèles. Les parpaings, en fait, c'est des bouts de ciment, hein, tout simplement. Il y a des avantages et des inconvénients qui sont imputables d'eux. La brique, souvent, mais la brique, elle est super intéressante, moi je l'ai dit en bioclimatique, elle est plutôt pas mal. Le parpaing, c'est aussi appelé bloc de béton. C'est un matériau de construction qui est très utilisé en France. On le voit presque dans toutes les constructions. Ça dépend des régions. Mais c'est vrai qu'on l'utilise ici pour certaines constructions. Elle est donc plus récente que la brique. Elle est perforée. Elle a vraiment les mêmes caractéristiques. Et des fois, il y a un isolant qui est intégré dans ça. Donc, c'est super intéressant. Parce que, voilà. Mais je trouve encore qu'il y a des avantages et des inconvénients. Par exemple, le parpaing creux, pour moi, alors, en avantage, il est peut-être sûrement beaucoup plus économique, mais il a un meilleur bilan écologique apparemment. La brique creuse, quand elle a un avantage par rapport au parpaing creux, elle a de meilleures performances thermiques. On l'a dit, la notion de bioclimatique, d'architecture bioclimatique, la terre, c'est l'un des meilleurs matériaux au monde, selon moi, avec toute subjectivité. La brique ne connaît pas l'humidité. Elle a une meilleure régulation de l'hygrométrie, donc c'est de la notion d'humidité. Tandis que ces inconvénients à la brique creuse, le prix apparemment plus élevé, donc encore une fois à vérifier sur le marché martiniquais, et le bilan écologique apparemment est moins bon. Donc on parle de la notion de comment on fait la brique, qui peut justement impliquer un bilan écologique moins positif. Le parpaing creux, lui, a des inconvénients aussi. Je pense notamment à la faible résistance à l'humidité au niveau du sol qui nécessite de mettre en place certains enjeux structurels et architecturaux. Donc, il y a des avantages, des inconvénients. À vous de savoir, par exemple, par l'intermédiaire de devis, si vous devez prendre un parpaing creux ou en brique creuse. J'ai pu répondre à vos questions. C'est bon? Alors, il est 18h. Oui, merci. Parce que le meilleur isolant thermique et phonique, c'est l'air, effectivement. On l'a dit d'ailleurs dans le webinaire que vous pouvez regarder. Donc, vous aussi, j'ai oublié de vous mentionner cela, mais vous pouvez regarder nos webinaires en VOD si vous voulez, ou après ce temps d'échange. Vous pourrez le regarder dans une semaine sur notre chaîne YouTube et aussi nos webinaires précédemment cités. Et en octobre, on avait parlé de l'architecture bioclimatique. Et en effet, je pense pertinemment que le meilleur isolant au monde, c'est phonique, c'est l'air. Et d'où les alvéoles dans les briques. Aussi, ça permet aussi de créer de l'épaisseur. Et c'est très intéressant, bien évidemment. Je suis tout à fait d'accord avec vous, avec toi, Pascal. Bien sûr, tu pourras regarder. C'est sur YouTube, c'est AIE Martinique. On en a déjà posté 3. Donc, en octobre, on avait commencé en octobre avec l'architecture bioclimatique, puis en novembre, on avait parlé de l'isolation, et en décembre, avec mes 2 autres collègues, nous avons parlé des eaux de pluie, j'en fais quoi? Et aujourd'hui, nous sommes à notre quatrième webinaire sur justement l'évaluation, le coût d'évaluation. N'hésitez pas à rester concentré pour février, il y a déjà du lot qui arrive. Tu peux nous mettre le lien, bien évidemment. Je vais mettre le lien pour tout le monde. Je vais chercher ça tout de suite. C'est à YouTube. N'hésitez pas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, j'en ai une. C'est concernant la conjoncture économique. Peut-être que c'est une question qui est légitime ou pas. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais est-ce que justement, dans cette conjoncture économique, est-ce que c'est intéressant de se lancer dans un projet de construction? Est-ce que les banques sont beaucoup plus frileuses? Est-ce qu'il y a-t-il une frilosité dans le marché
de la construction, dans les entreprises liées tous les matériaux de construction, etc. Est-ce que il y a de bonnes affaires à faire ou pas du tout, justement, en termes de prix? Bon, encore une fois, c'est les échanges avec les collègues Michel Boucher et Jérémy Bénin qui font qu'on peut répondre à cette question. Il y a des exemples souvent où en fait, les banques deviennent un peu plus frileuses et des gens qui avaient par exemple leur prêt, qui avaient vu leur prêt accordé avant cet épisode tragique qui a été la COVID-19, aujourd'hui, on leur demande de repenser leur projet peut-être à minima ou de faire des concessions. Et je pense peut-être que ce n'est pas le cas à l'exemple de tout le monde, mais aujourd'hui, ça reflète, je pense, une incertitude qui fait qu'aujourd'hui, oui, c'est un peu chaud pour tout le monde. Après, je sais qu'il y a aussi des architectes qui m'ont dit que pendant la période du Covid, c'est là qu'il y avait beaucoup de travail parce que les gens... c'est là qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils avaient pas eu le temps de faire avant. Mais voilà, je pense, en tout cas, moi, je n'ai pas à mon échelle énormément de recul. Là, on n'a pas de vision sur un moment, on ne sait pas si on va être reconfiné. Enfin, c'est terrible. Il y a d'autres architectes qui, par exemple, ne serait-ce qu'en Guadeloupe, ont repris les chantiers. Les chantiers ont redémarré et qui font que, voilà, ils vont essayer de rentrer dans leur planning avec quelques mois de retard. Donc, pour l'instant, je n'ai, à mon échelle, à mon niveau, pas de retour concret d'expérience de cette crise, qui n'est pas encore finie d'ailleurs, malheureusement. Mais si j'ai vu Jeanne Franck, qui est architecte et qui vient de créer son agence, si elle veut participer, elle nous dire comment elle ressent comment elle a vécu cet après première vague, ce sera avec grand plaisir. Et si d'autres personnes ont des retours d'expérience, encore une fois, n'hésitez pas. Et je viens de vous mettre le lien dans les messages. Pascal qui nous dit encore, Covid, très peu de visibilité sur l'avenir, quitte à la discrétion des financeurs. Effectivement. Mais aussi, comment nous, on peut sortir de cette crise-là grandie. Je pense notamment à comment on va penser l'architecture de demain. Les architectes sont déjà en train de plancher. Je cite déjà en Guadeloupe M. Marc Jallet, qui a l'agence ADO, qui est déjà en train de se poser les questions. Si vous voulez aussi, par exemple, le logement social, il va évoluer, le logement va évoluer dans son architecture à cause de la crise, c'est indéniable. Les pièces vont changer, on va intégrer le télétravail. Donc, en termes d'architecture, on est déjà en train de réfléchir sur la notion d'espace. L'architecte kiffe ça, hein, il aime beaucoup ça, la notion d'espace, et les enjeux de cette crise-là sont déjà dans les cerveaux. La MAGE, la Maison de l'Architecture de Guadeloupe, a déjà aussi parlé de ces sujets-là. N'hésitez pas à aller voir leur site, Maison d'Architecture de Guadeloupe, qui vraiment se pose la question de l'architecture et de son évolution par rapport au Covid-19. Donc, franchement, restez connectés parce que les années qui vont venir seront intéressantes en termes d'architecture. J'y crois. Très bien, n'hésitez pas à regarder sur YouTube. Sincèrement, ce n'est pas grave si vous n'avez pas le direct. Et puis, si vous avez des questions après avoir visualisé ces webinaires sur notre chaîne YouTube que j'ai partagé le lien, envoyez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là pour ça. N'hésitez vraiment pas. Et si on ne sait pas, on va chercher, parce qu'on ne sait pas tout, mais on va chercher. On est là pour ça. Il est 18h50. On va prendre encore une question, s'il y en a une. S'il n'y en a pas, ce n'est pas grave. Ça vous laissera le temps de vous reposer avant le journal du JT de 19h sur les chaînes que vous voulez. Donc, il est 18h50. Est-ce qu'il y a encore une question? Moi, j'ai une question. Bonsoir à tous. Vous avez parlé rapidement des VRD tout à l'heure. Je voulais savoir, concernant l'assainissement notamment, est-ce qu'il y a quel est l'organisme ou le prestataire en fait qui permet de savoir quel est le système d'assainissement? Je parle d'un assainissement non collectif. Hein. D'accord. Quel est le système à utiliser dans le cadre d'une construction de maison individuelle en fait? Quel est le professionnel qui détermine ça? D'accord. Alors, il y a nous, on peut vous aider. C'est-à-dire que par rapport, etc., vous pouvez venir nous voir premièrement pour pouvoir
en parler. Ensuite, vous pouvez aussi aller voir l'Observatoire de l'eau, qui des fois peut vous aider. Il y a aussi les différents experts qui peuvent vous aider à ce sujet-là. Allez voir. Donc, il y a des études, en fait, à réaliser, c'est ça, pour déterminer? Moi, je connais toujours ça. Je peux apporter une précision, Thibaut? Apporter une précision? Vas-y. Oui, donc c'est le SPANC, le service public d'assainissement non collectif, qui donc fonctionne la zone où vous habitez. Donc c'est la soit Odyssey, Cap Nord ou Espace Sud. Et donc à partir de là, bien entendu, ils font une visite. Et des fois, lorsque la situation est plus complexe, ils vous demanderont de faire un sondage du terrain pour savoir quel type de filtration de l'assainissement. D'accord. Donc, on peut, par exemple, l'étude de sol, ça peut permettre aussi de déterminer? Ah, pas forcément, parce que des fois, ils demandent une étude spécifique pour l'assainissement. Ah, d'accord, c'est encore une autre étude. OK. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs paramètres. Hein. Il y a le sol, il y a aussi la surface du terrain qui, des fois, impose, quand on est trop petit, impose un dispositif. Et donc c'est le SPANC, Service public d'assainissement collectif. Voilà. D'accord. C'est un organisme, on peut prendre rendez-vous ou aller les voir. Oui, par contre, si vous voulez constituer un dossier, il faut avoir un certain nombre de pièces déjà, notamment le plan de masse, l'emplacement de votre projet sur le terrain, etc. D'accord, OK. Mais vous pouvez déjà les contacter, oui, tout à fait. OK, merci beaucoup. 18h53, nous avons fini. N'hésitez pas, on va clore ce débat. Si vous voulez aller, on va dire qu'il y a encore une question et après on va clore. Il est 18h53, il nous reste un petit peu de temps avant 19h pour pouvoir clore ce webinaire. Encore une question. N'hésitez pas. S'il n'y a pas de question, ce n'est pas grave. D'accord? Pas de questions? OK. Il n'y a pas de qui qui dit. Ce sera la dernière question. Quels seraient les risques de travailler avec un architecte qui n'est plus à l'ordre en termes de responsabilité juridique? Déjà, lui, alors tout dépend encore de la superficie du terrain, de la maison, excusez-moi. Si votre maison est à plus de 150 mètres carrés, vous êtes obligé de passer par un architecte. Et un architecte inscrit à l'ordre qui a ses assurances à jour, qui a en termes de responsabilité juridique, c'est à vos risques et périls, même pour lui, mais s'il vous plaît, vérifiez, vous avez le site de l'ordre, vous pouvez voir le tableau qui est mis à jour très régulièrement. Donc, si vous avez, par exemple, un petit doute sur l'architecte qui, par exemple, ne serait plus à l'ordre, allez voir sur le site de l'ordre des architectures, de l'ordre des archives de Martinique qui vous permettra. Mais c'est à vos risques et périls, hein, mais ne faites pas ça. En tout cas, si vous pensez à tout, ne faites pas ça. Mais vérifiez avant tout que cette personne-là est en ordre avec son ordre, si je puis dire. Pascal, dernière phrase qui dit si c'est une personne morale, l'architecture obligatoire même pour 60 mètres carrés. Merci beaucoup, effectivement. Effectivement. Mais là, on est vraiment aujourd'hui, on est dans le cas de la maison individuelle. Et parce que si on s'étale vraiment dans tous les types de programmes, on ne va pas s'en sortir. Et aujourd'hui, les gens qui sont venus sont vraiment là pour la maison individuelle. Mais encore une fois, bien évidemment, si c'est une personne morale, c'est 60 mètres carrés. Et tout dépend. Mais on part du principe que la personne est bien chère et qu'elle veut faire une maison. Donc là, à partir de là, on est obligé de faire un appel à un architecte. Merci beaucoup. Ah ben, ok, parce que même pour une maison individuelle, d'accord. Ah non, pour une maison individuelle, c'est 150 mètres carrés. Peut-être qu'on s'est mal compris. En tout cas, peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est ça. Ok, très bien. Très bien. En tout cas, merci. 18h55. Merci de votre écoute, merci de votre compréhension. On essaie de vous envoyer ce PDF le plus vite possible pour que vous puissiez vous pencher sur ce sujet qui, je sais, est très important pour chacun d'entre nous lorsqu'on veut réaliser le rêve d'une vie qui est celui de la maison. Bon courage à vous.